Au Cameroun et même en Afrique, les plaies du teint guérissable font l'objet de plusieurs préjugés. Entre pratiques mystiques, mauvais sort, punition divine, les spéculations vont dans tous les sens et bien loin de la réalité. Les personnes victimes sont stigmatisées au quotidien en raison de ces plaies qui ne cicatrisent pas. Pourtant, grâce au traitement moderne, une technologie innovante, le patient peut être soulagé de ses lésions, voire complètement guéri. Alors ce soir, nous allons démystifier ce qu'on entend par plaies inguérissables, comprendre les causes de ces plaies et même les raisons qui expliquent la cicatrisation lente de ces plaies chroniques avec nos invités en plateau. Également ce soir, nous irons suivre de bout en bout le calvaire des patients vivant avec des plaies chroniques depuis des années, notamment rencontrés dans les centres de Balévin, dans la région de l'Ouest, et Sikadouala dans le littoral. Bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de 237 Santé, votre magazine grand format sur la santé au Cameroun. Alors aujourd'hui, nous parlons des plaies chroniques encore appelées dites inguérissables. Pourquoi tant de mythes et comment s'organiser pour le suivi? Pour en parler ce soir, nous recevons sur ce plateau le docteur Aurélien Zotia, médecin vasculaire. Bonsoir. Bonsoir Nadine. Vous exercez bien sûr en France. Vous gérez également un centre de prise en charge des plaies à Douala, notamment le centre médical Les Glycines situé au carrefour KDD à Nubel. C'est bien ça. Bonsoir téléspectateurs. Également avec nous sur ce plateau pour débattre de cette thématique, je reçois le docteur Thierry Noupoué de Chamambé, chirurgien traumatologue et plasticien et même viscéral, promoteur du centre Trauma Center situé à Bali. Bonsoir docteur. Bonsoir Nadine. C'est un plaisir de vous avoir ce soir sur le plateau. Pourquoi déjà l'expression plaie inguérissable? Bon, plaie inguérissable, c'est ce que les gens disent tout le temps, quoi. Oui. Une plaie inguérissable, généralement, on peut la définir comme une rupture de la continuité de la peau avec une effraction du tissu et qui s'est su-infecté et dont la guérison devient presque impraticable. Donc impossible. Alors, docteur Zotia, c'est quoi la particularité d'une plaie inguérissable? Ça vient du fait qu'on a étiqueté de mauvais sorts. Souvent, c'est des plaies effectivement qui ont plusieurs mois, plusieurs années sans avoir eu de cicatrisation ou éventuellement des cicatrisations, mais avec des récidives assez courantes. Donc, c'est des patients qu'on retrouve après plusieurs années de errance, 10 ans, 15 ans, sans avoir eu de réponse à leurs problématiques. Et aussi qui ont recours, en règle générale, à des tradipraticiens, qui est notre mal profond dans cette pathologie-là, puisqu'ils enrichissent leur idée comme quoi c'est dû au mauvais sort, c'est dû à un remède, et tout. D'accord, on y reviendra bien sûr sur ces mythes ainsi que spéculations concernant ces plaies inguérissables. D'abord, pour mieux comprendre déjà la thématique, docteur Zotia, si vous le voulez bien, nous allons bien sûr comprendre le processus de cicatrisation. On va d'abord faire un petit cours de physiologie, anatomie de la peau avec la peau sur cet écran. Alors, l'écran est déjà en face de nous. Alors, pouvez-vous bien nous expliquer au travers de cette coupe schématique les différentes couches de la peau ainsi que leurs fonctions? Effectivement. Donc là, c'est une coupe en 3 dimensions de la peau. Donc, il faut savoir que la peau a 3 couches. Il y a la couche la plus superficielle qui est juste là, qu'on appelle épiderme. Oui. Donc, c'est la couche la plus superficielle qui est au contact de l'air et qui est constituée essentiellement des kératinocytes. Et sur la limite entre entre l'épiderme et le derme, on peut avoir des mélanocytes qui sont donc les cellules responsables de la pigmentation de la peau. Cette couche est essentiellement utilisée par la peau comme barrière de protection contre le milieu extérieur. Ensuite, on a le derme. Le derme qui est là, qui est bien défini là. Ce derme est constitué principalement
c'est le tissu conjonctif, c'est-à-dire que c'est le soutien de la peau. Et il est aussi l'élément nourricier, hein, de la peau, donc il contient les vaisseaux, des fibres nerveuses, des fibres sensorielles, donc dans la sensibilité du toucher. Il contient également des glandes sudoripares, responsables de la transpiration, des glandes sébacées, responsables aussi du gras qui peut apparaître sous la peau. Et enfin, c'est pas dessiné là, mais il y a le filament, il y a le bulbe du poil, donc qui généralement émerge juste là, et puis on a un petit poil qui peut sortir sur des peaux où il y a le poil qui existe. Et enfin, en dessous, on a l'hypoderme, qui est la couche tampon entre la peau et le tissu sous-cutané. Ici, c'est le muscle qui est dessiné. Donc, ce hypoderme contient essentiellement du tissu gras. D'accord. Alors, et lorsque une plaie s'installe sur la peau, comment s'effectue d'ailleurs le processus de cicatrisation? Donc là, on va voir la deuxième image pour davantage mieux expliquer le processus de cicatrisation d'une plaie. Alors, l'image est là. Alors, pour qu'il y ait une plaie, il faut qu'il y ait une agression, il faut qu'il y ait une effraction de la peau, une agression extérieure. Cette agression extérieure va trancher la peau. Donc là, c'est ce qui est dessiné. Et il y a directement une réaction qui se met en place, qui est la phase dite vasculaire, la phase inflammatoire, où les plaquettes vont être activées pour pouvoir former un caillot sanguin ou un caillot de fibrine. Ensuite, ces plaquettes vont se désagréger, envoyer des signaux aux globules blancs, hein, donc principalement les polynucléaires neutrophiles et également les macrophages, pour pouvoir lutter contre l'envahisseur. Parce que dès qu'il y a une effraction de la peau, tout ce qui est germe peut venir s'introduire. Et donc pour pouvoir lutter contre cela, les macrophages et les globules blancs vont pouvoir réagir. Une fois, ceci permet d'éviter qu'il y ait une hémorragie et qu'il y ait une infection derrière. Oui. Une fois que c'est stabilisé, il y a la deuxième phase qui se met en place, c'est la phase de prolifération cellulaire. C'est-à-dire que les cellules vont maintenant commencer, notamment au niveau du derme, on a des fibroblastes qui vont commencer à se multiplier pour pouvoir combler l'espace vide qui a été créé. Une fois, ces fibroblastes vont travailler au niveau du derme. Une fois le derme rempli, il y a maintenant la partie épidermique qui va aussi se constituer grâce aux kératinocytes qui vont également se multiplier pour pouvoir fermer la brèche qui a été créée au niveau de l'épiderme. C'est la phase d'épidermisation. D'accord. Une fois cette phase-là terminée, on aura maintenant une phase un peu... Donc, les deux premières phases, elles durent en règle générale 2 à 3 semaines. D'accord. Une fois cette phase terminée, il y a une phase un peu plus longue qui est la phase de maturation ou de remodélage qui dure à peu près 12 mois à 18 mois, ayant pour but donc de pouvoir retrouver la peau à son état initial. D'accord. Alors maintenant, sur le mécanisme de cicatrisation, toujours de ces plaies, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une plaie ne cicatrise pas exactement? Alors, lorsqu'une plaie ne cicatrise pas, il faut savoir que tout ce processus de cicatrisation se fait de manière en cascade. Hein, elle évolue en règle générale en cascade. Et donc, lorsque une plaie ne cicatrise pas, c'est lié soit à un défaut de signalisation, hein, pour dire que toi, tu dois prendre le relais. Donc, il peut avoir un défaut. Et ce défaut-là peut entraîner soit une cicatrisation à l'extrême, une hyperprolifération, une hyperprolifération qui peut conduire à des cicatrices kéloïdes. Ou bien, à défaut, ralentir la cicatrisation et donc là, entraîner un défaut de cicatrisation. Il faut savoir que il y a pas mal de facteurs qui peuvent être associés en même temps ou bien séparément et qui entraînent un retard de cicatrisation. Il y a des facteurs locaux. Si il y a eu l'invasion par des germes assez importants et qui prennent le dessus, ça peut donc surinfecter la plaie et donc entraîner un retard de cicatrisation. Il peut aussi avoir une plaie qui est très exsudative, c'est-à-dire qui laisse écouler beaucoup de sérum et donc ce liquide entraînant un retard également de cicatrisation. Ou bien
sanguin, une cicatrisation qui est puisqu'on avait parlé du caillot de sanguin, qui fait un caillot de fibrine et qui a du mal aussi en excès, qui a du mal aussi à entraîner la cicatrisation normale. Donc il peut avoir ces phénomènes locaux, mais également des phénomènes généraux selon le terrain du patient. Si un patient est immunodéprimé, si un patient s'il a des problèmes de cancer, d'hémophilie, d'hémopathie, s'il est diabétique. Donc il y a d'autres facteurs, mais dont on aura l'occasion de discuter. Merci, docteur Aurélien Zotcha. Vous pouvez venir vous asseoir. Docteur, nous pouvons justement sur ce mécanisme de cicatrisation des plaies. Qu'est-ce qui explique qu'une plaie chronique n'obéit pas justement à ce processus? Comme le docteur Zotcha venait de le dire, il y a des facteurs qui peuvent être intrinsèques et des facteurs qui peuvent être extrinsèques qui empêchent la cicatrisation. Les facteurs extrinsèques déjà peuvent être liés à l'hygiène et les règles d'asepsie qui ne sont pas respectées, l'hygiène corporelle du malade, et maintenant aussi sur le plan général, le malade peut avoir des tares, un diabète, une immunodépression, voilà, une dénutrition même. Voilà, l'âge même déjà du malade, il faut tenir compte de ça. Et tous ces facteurs peuvent entraîner un retard de cicatrisation ou bien évoluer vers une plaie inguérissable. D'accord. Les plaies chroniques peuvent bien sûr être des sources de complexes. Au Cameroun, des centaines de cas sont diagnostiqués à travers le pays. Malheureusement, plusieurs vivent repliés sur eux. Ce soir, nous allons d'ailleurs marquer un premier arrêt dans ce programme pour suivre le calvaire de quelques patients. Merci donc d'avoir accepté de partager votre témoignage avec nous. Ce reportage réalisé notamment à Balévin dans la Menoie ainsi qu'à Douala. Donc attention aux âmes sensibles, bien vouloir s'abstenir. Cette vidéo peut contenir justement des images choquantes. On se retrouve dans quelques instants. Nous sommes à Balévin, dans le département de la Menoie, région de l'Ouest. Au cœur de ce village, situé à 40 km de Bafoussam, l'hôpital des plaies ne passe pas inaperçu. Ici, les malades atteints de plaies chroniques et qui résistent à la guérison viennent de différentes villes du pays pour se faire soigner. Nous avons des plaies d'origine vasculaire, donc des plaies liées à des insuffisances vasculaires. Et dans la plupart des cas, ce sont des insuffisances veineuses chroniques. Et en dehors des problèmes vasculaires, donc, nous avons des plaies diabétiques. Nous avons des patients souffrant de drépanocytose, parce que parmi les complications, les drépanocytoses ont ces complications cutanées là, et donc ce sont des patients qui développent beaucoup d'ulcères. Également, nous avons des plaies post-traumatiques qui se sont surinfectées pour la plupart et qui traînent donc depuis très longtemps. Dans ce centre, le nombre de patients augmente au fil des jours. Une dizaine de nouveaux malades pour une centaine sur l'année hospitalisés en permanence. La plupart, à leur arrivée, traînent des plaies, quelquefois depuis une quinzaine d'années, voire plus. C'est des gens qu'il faut d'abord convaincre, parce que beaucoup n'acceptent pas que ce soit une maladie. Beaucoup prennent plutôt le côté mystique. On est en Afrique, on se comprend. Donc, beaucoup vont plutôt penser d'abord à aller chez les praticiens, raison pour laquelle ça va traîner longtemps et il va falloir déjà que la famille puisse le convaincre d'accepter de venir à l'hôpital. Voici un an déjà que Fonko Eman, garagiste, vit avec une plaie sur sa jambe droite. Tout est parti d'une piqûre banale durant son activité à Douala. Le garage, quelque chose m'a piqué, le sang n'a pas coulé. Une semaine après, ça faisait mal à l'intérieur. 2 semaines, ça a fait la bouche noire. Je me suis fait rigoler. Je suis allé à l'hôpital. On a décapé. Maintenant, la chaîne montée à l'intérieur, on fait pansement. Mais la peau poussée, ça marchait. J'ai réfléchi, venu ici à l'hôpital de Balévin. Après près de 3 semaines d'avoir eu la blessure. Je suis arrivé ici maintenant.
On m'a mis sur un examen, on m'a dit de faire l'antibiogramme. On a prélevé la peau. Donc c'était la troisième couche de peau qui a été touchée. Dans l'incapacité de se mouvoir et face au volume de sa blessure, Eman, la cinquantaine, avait perdu tout espoir, lui qui se voyait déjà être amputé de sa jambe. Je suis là plus d'un an ici, mais quand j'arrive ici à l'hôpital, je ne marchais pas. Quand je vais ici, là, c'était pour que si on voit comment faire, on coupe le pied, on fait comment. Mais je suis arrivé ici, on m'a remonté. J'ai trouvé la solution parce que vu mon pied, quand je voyais mon pied, je ne savais pas si le pied ici pouvait exister un jour. À nouveau, je marche sans béquille, j'ai laissé la béquille, ça fait déjà presque 6 mois. Quand tu pars dans les autres hôpitaux, on prend des ciseaux, on coupe la chair, par-ci, par-là. Et ici, à l'hôpital de Plé, la différence c'est qu'on ne met que les produits. Ça nettoie et ça découpe les déchets, les peaux mortes. Et on trouve une solution pour faire élever la chair rapidement. Pour Kamge Christian Robert, la plaie sur son pied est une histoire qui a débuté il y a 4 mois environ, lorsqu'il remarque un bouton apparaître sur son orteil. Après 2 mois de soins dans cet hôpital, ils se sont soulagés. Ça fait comme le panari, ça fait le rond. J'ai amené le dispensaire à Yaoundé. On a essayé de couper, ça faisait qu'à grandir. Je suis parti à Mingo, au niveau de l'amitié. Arrivé là-bas, ils m'ont fait 12 jours, ils m'ont dit que c'est pas d'arriver. Je suis pas dans un grand salle. Je suis parti à l'organisation militaire. J'ai fait 1 mois aux urgences. Et on m'a opéré le cou, tout ça n'a pas donné. C'est là où mon frère a tapé l'Internet. Il a trouvé l'hôpital, je suis arrivé ici maintenant. On a entraîné sur le moment, ça avance. Victime d'un accident de la circulation et qui a coûté la vie à son épouse, cet homme est à la recherche du miracle d'une guérison. Malgré plusieurs traitements, les blessures peinent à se cicatriser. On a failli couper le pied pendant que 2 mois. Depuis tout broyé, que c'est rien que la peau derrière là qui souffre le pied. Ils ont dit que devait supprimer le pied. Comme je vous ai appliqué un hôpital de plaies à Baléban. Et donc, je fais aussi, comme je suis arrivé déjà, comme je suis dans le temps, on va arriver que j'essaie de voir la situation. On a repris un peu le pied nouvellement. Où est-ce que le fait quitter avec le pied qui se met le pied? J'ai eu peur, puisque la blessure ici là, elle finit et elle revient. J'ai eu donc peur que bon, quand on avait opéré ici, non, pour le faire, que cette blessure ici doit faire la même chose de partir et revenir, puisqu'il y a la blessure diabétique. J'ai eu donc peur que si cette blessure ici, pas que ça revient. Raison pour laquelle je me suis rendu ici, comme ils sont forts pour traiter les plaies, qui vont trouver la solution. Ici, les soins sont effectués en fonction de l'évolution et l'état des plaies. L'une des options est la thérapie par pression négative, un traitement avancé qui a pour but d'aider à la fermeture des plaies complexes. On appelle ça communément le VAC. C'est la thérapie par pression négative. C'est vraiment l'innovation dans le domaine des plaies dans le monde. Nous avons la chance d'avoir cet appareil. Quand on pose comme ça, là, on se rassure que l'air ne passe pas. Parce que quand l'air va passer, vous voyez là où c'est fait, là, quand ça traverse, là où on a écrit élever la machine, elle-même commence à crier qu'il y a un problème. Quand on pose comme ça, là, ça peut faire 3 à 4 jours. Si c'est une plaie qui coule tellement, on peut changer le boîtier 2 à 3 fois. Donc on déconnecte juste ici, on enlève juste le boîtier, on remet une autre. Donc le cordon s'y permet de drainer toutes les sérosités que l'appareil va absorber vers le boîtier là-bas. Généralement, nous on le pose pour nettoyer les plaies. Il y en a les plaies qu'on se rend compte en allant avec les pansements modernes, ça va un peu traîner, alors qu'avec 2-3 jours avec cet appareil, on a des bons résultats. L'objectif étant de nettoyer la plaie et elle devient bien rouge afin de passer à l'étape supérieure qui est l'étape de bouillonnement. Des séances d'éducation sont menées tous les 2 jours pour expliquer aux malades comment se comporter une fois à la maison. La plaie diabétique ne cicatrise pas vite, c'est les surinfections qui sont fréquentes. Le fait que la glycémie n'est pas bien équilibrée, ça va faire en sorte que la plaie ne cicatrise pas bien. Le diabète a déjà détruit les nerfs chez le diabète. Nous tenons quotidiennement les réunions avec ces patients pour leur expliquer que voilà, il faut souvent bien entretenir vos bandes par exemple, vont être lavées avec un peu du javel et elles doivent être séchées au soleil. Après avoir été séchées au soleil, elles doivent être repassées avant l'utilisation pour éviter la surinfection. Tout juste à notre départ,
Un bébé brûlé au 2e degré à de l'eau bouillante mobilise le personnel. L'hôpital est d'ailleurs équipé pour gérer ce type de cas. À plusieurs kilomètres de Balévin, Cap sur Douala, la cité économique. Au centre médical Les Glycines, situé au carrefour KDD à Newbel, nous rencontrons M. Ndiamaturan à la cinquantaine. Il est venu pour effectuer son pansement d'une plaie qui traîne depuis 6 ans après avoir été diagnostiqué d'une insuffisance veineuse. Je suis allé la première fois rencontrer un docteur qui m'a prescrit certains gels et comprimés qu'il fallait prendre. Je les ai pris, mais jusque-là, il n'y avait aucun changement. J'ai commencé mon soin le premier de 6 mois. J'entre déjà à ma 3e semaine. Et rien que le premier jour que j'ai fait le premier soin, déjà avant la fin de cette semaine, j'entends déjà un changement contrairement avant. Ce matin, le docteur Aurélien Zotia contrôle l'épaisseur des cicatrices après des semaines de soins absorbants appliqués. Il faut savoir que la cicatrisation, il y a ce stade aigu, on voit qu'il y a encore une petite couche, une croûte, qui va progressivement se terminer sur 2-3 mois, mais là la plaie est fermée. Il n'y a plus de risque infectieux. Pour traiter ces varices, le personnel soignant adopte très souvent un traitement par compression. Il s'agit d'un dispositif médical qui permet de diminuer la pression veineuse, de soulager, voire prévenir les symptômes d'une mauvaise circulation sanguine. Il y a un sens d'application. On doit toujours commencer à la base des orteils. Progressivement, on remonte jusqu'au genou. On doit être à la limite de 2 cm en dessous du genou. Donc là, la première bande qui est mise, c'est juste une bande de protection. Elle ne fait pas de la compression, c'est une bande sèche qui recouvre pour que la peau ne soit pas irritée par les bandes qu'on va mettre. Et il y a des zones, notamment ce qu'on appelle la malléole, donc c'est le bord externe de la cheville, où il y a l'os. Cette compression peut être aussi délétère si elle est mal positionnée. C'est pour ça qu'on protège cet os avec du coton. Donc ça, c'est la première bande de compression. C'est une bande à allongement court. Quand je tire cette bande, elle ne s'étire pas énormément. Mais elle n'absorbe rien. Elle fait juste comprimer. C'est-à-dire qu'elle appuie sur la jambe pour pouvoir chasser l'œdème. Et il y a ici des marquages qui nous permettent de nous repérer lorsqu'on fait de la compression. Lorsque la compression n'est pas faite, il y a un cercle qui est ovale. Et pour qu'il y ait une bonne compression, il faut étirer la bande pour que ça devienne un rond. Donc là, on sait que effectivement, donc vous voyez, là la bande c'est ovale, il n'y a pas de compression adaptée. Pour qu'il y ait une bonne compression adaptée, on doit étirer la bande jusqu'à ce que ça forme un cercle. Et là, on peut poser. Alors donc une fois qu'on a mis la bande entièrement, il faut continuer, il faut un peu faire un petit massage pour que ça puisse adhérer. Il peut tenir la compression pendant 2 à 3 jours. C'est une compression qui n'est pas retirée. La compression peut lâcher au bout de 48-72 heures. Donc on recommence pour repositionner. Ce traitement seul ne suffit pas. Pour éviter une infection, les malades doivent porter régulièrement des chaussettes particulières. Les chaussettes sont déjà bien adaptées. On les commande en pharmacie. Ils font des mesures au niveau du mollet, de la cheville et puis la longueur pour pouvoir commander cette chaussette qu'il pourra porter régulièrement la journée et enlever le soir au coucher. Tous les 6 mois, il faut changer parce que l'élasticité, c'est comme tout, hein, ça lâche. Direction à présent le service ambulatoire. Sur ce lit, papa d'Enfac Jean-Claude. Il a une plaie qui date de 4 ans. Entre hôpitaux et tradipraticiens, ce quinquagénaire a vécu un enfer. Comme le plaie a commencé à gonfler, ça a commencé à envoyer sortir les bouts, comme si c'était le feu qui a brûlé. C'était à partir des orteils jusqu'au genou. Parce que chez les tradipraticiens, ce qu'eux faisaient, ça augmentait plutôt. Il y avait les produits quand on me donnait que je mets sur la plaie, ça augmentait plutôt la blessure. Je préparais aussi les remèdes que je bois. Quand j'arrivais ici, là, c'était creux même jusqu'à un problème, il y avait même l'os. Selon les soins qu'on a fait ici, il y avait le temps, la chair a commencé, maintenant ça a rempli, le tout était maintenant plus plein. C'est grâce aux émissions Actu Santé et Quotidien Santé diffusées sur Equinox qu'il entre en contact avec ce médecin. Quand je suis quitté chez le praticien là, c'est après 2 jours que j'ai ouvert Equinox.
directement, j'ai suivi comment ça se passait et j'ai même vu aussi les plaies qu'auparavant. Et après, j'ai vu comment ça s'est cicatrisé. Donc là, ça m'a donné l'espoir directement, j'ai pris le numéro. Après les premiers soins appliqués pour l'aider à traverser cette épreuve, le temps est venu pour lui de faire une greffe de peau. Et chez lui, du fait de la sous-région où il y a pas mal de filaires qui traînent, du fait qu'il y a pas mal de parasites, ça a abîmé ses ganglions lymphatiques et ça a fait en sorte qu'il a une accumulation d'œdème d'eau au niveau de la jambe. Et ça étire la plaie et ça donne donc des plaies comme ça qui ont du mal à cicatriser. Alors la greffe de peau est indiquée lorsqu'on a fait des soins locaux bien dirigés et que malgré tout, ça n'évolue pas. De petits fragments de peau vont être prélevés puis greffés sur sa plaie. L'important c'est de 1, amener la peau, de 2, amener des facteurs de cicatrisation puisqu'on part d'une peau fraîche avec des vaisseaux, avec de la circulation capillaire, avec tous des facteurs de cicatrisation qui sont là. Et donc c'est comme de l'engrais, tout simplement, qu'on met pour pouvoir s'aimer au niveau de la jambe. Une intervention réalisée à 4 mains sous anesthésie locale. Je fais ce qu'on appelle une peau d'orange. Donc là, il y a les petits points des poils qui sont un peu qui sont enfoncés avec l'eau, donc la xylocaïne qui a bombé la peau. C'est ce qu'on appelle l'aspect en peau d'orange. Donc maintenant, je repars là où je vois que c'est surélevé pour qu'il n'ait plus mal, parce que je sais que c'est anesthésie. Donc là, il ne va plus trop réagir, puisque j'ai anesthésie là et je remonte. Donc là, il va sentir un peu. Pour y arriver, le spécialiste extrait de fines couches de greffons sur la partie supérieure de la cuisse grâce à la technique appelée greffe cutanée en pastille. Donc au niveau de la cuisse, qui est donc une zone très bien vascularisée, on va prendre donc de la peau fraîche pour pouvoir la mettre sous la peau lésée. Avec la plus grande minutie, le greffon est positionné sur toute la surface de la plaie. L'opération dure en moyenne 30 à 45 minutes. Donc on a plein de petites pastilles là qui sont là. Sur le site donneur, on doit mettre des pansements, donc toujours des pansements spécialisés. Ces pansements permettront donc d'être gardés pendant 21 jours. Et lorsque, au bout de 21 jours, on pourra retirer ce pansement alginate et on retrouvera en dessous une plaie déjà cicatrisée. Et puis on mettra un peu de vaseline pour accélérer la cicatrisation et la fin de la cicatrisation. La cicatrisation de ce type de greffe est très rapide. Le pansement pourra être retiré dans les 5 jours pour voir si tout va bien et si la greffe a pris correctement. Le but est que chaque pastille puisse adhérer et ensuite se développer. Maintenant, on va faire un pansement avec du tulle gras qu'on mettra avec des compresses. Donc on fait un bandage pour que les greffons puissent aussi bien être collés. On ne change pas le pansement pendant 5 jours pour qu'on laisse le temps à la greffe de prendre. Il n'est pas hospitalisé. Il rentre à son domicile, il peut aller faire ses besoins, mais il ne doit pas être actif. Il doit rester à la maison au repos. En une seule journée, ce médecin réalise une demi-douzaine de greffes de peau dans ce centre qui accueille une quarantaine de malades par mois. Une fois l'urgence vitale levée, il reste encore un long combat à mener, comme pour tous les patients, c'est celui de la rééducation. Sans elle, les malades peuvent perdre la mobilité de leurs membres inférieurs. Un patient, par exemple, reste immobile pendant une longue période de temps. Son activité motrice n'est plus identique à celle qu'il avait avant les lésions. Il n'est plus en mesure de réaliser les mouvements dans un certain degré d'amplitude. Et donc c'est là la place de la kinésithérapie qui, à l'aide des renforcements, des mobilisations, des stretching, vont l'aider à récupérer ces amplitudes articulaires ainsi que la mobilité des patients. On fait un counseling aux patients lui expliquant quels sont les bienfaits des changements constants de position. Autant il est assis, autant il est allongé, autant il est en activité, donc pour équilibrer les positions. Madame Zoa et maman Wandi Colette figurent parmi les miraculés. Après quelques mois de traitement au centre Les Glycines, elles ont été guéries chacune des plaies chroniques qu'elles traînent respectivement depuis 12 ans et 5 ans. J'étais abandonnée, rejetée. Même dans mon lieu de service, où on me donne même déjà les éloges aujourd'hui, on me chassait comme une malpropre à cause de ce pied. Je ne sais pas où je ne suis pas allée. Je ne sais pas où. Il m'a dit, madame, je vais essayer. Vous avez passé 12 années, mais je vais essayer
en 120 jours, si c'est que je ne retrouve pas les résultats dont nous sommes en train de chercher, je vais vous demander une évacuation sanitaire à l'étranger. Alors on a commencé le traitement, ça semblait bien au départ, après ça a commencé encore à patiner, mais il n'a pas baissé les bras. Au lieu de 120 jours, j'ai fait 94 jours. Je travaille, je fais tout. Le traitement d'une plaie chronique coûte cher et les structures sont quelquefois obligées de faire du social, car de nombreux malades arrivent après avoir déjà épuisé leurs réserves. Vivre avec une plaie chronique s'accompagne régulièrement de sensations d'anxiété ou de stress. Chez certains patients, justement, ils vont observer un retrait social parce qu'ils vivent mal le regard qu'ils pensent que les autres posent sur leurs conditions. Et donc tout ceci va participer, du point de vue psychologique, à accentuer la souffrance du patient. Nous pensons toujours, nous les Africains, que la personne qui est en train de vivre cette souffrance d'une plaie qui ne finit pas, cette personne est frappée par ce malheur-là parce que la personne a violé les règles de la nature. Lorsque on est dans des situations limites, c'est-à-dire on a le sentiment qu'il n'y a pas de solution, on est dépassé, comme on dit couramment chez nous, quand on est dépassé par les événements, on crée ou on entre dans une autre réalité, la réalité magico-religieuse. Et donc dans ce cas, on va se dire, sa plaie-là ne finit pas parce qu'il a mis la main quelque part. Les plaies chroniques demeurent une réalité au Cameroun. Des centaines de cas sont diagnostiqués à travers le pays. Mais les préjugés et les mythes freinent leur prise en charge rapide et efficace. Alors de retour sur ce plateau, à la suite de ce reportage, beaucoup de leçons à tirer, mais nous allons aller pas à pas progressivement pour une meilleure compréhension. D'entrée du jeu, docteur Noupoué, beaucoup de gens sont parfois étonnés lorsqu'ils voient une légère blessure, égratignure, un bouton se transformer du jour au lendemain en plaie chronique. Est-ce qu'il est possible pour ces égratignures ou ces plaies de finir en plaie chronique, docteur? Voilà, c'est possible lorsque la prise en charge n'a pas été correctement faite. Et puis, il y a aussi la localisation de cette égratignure. Il y a les zones du corps qui sont généralement moins vascularisées, surtout au niveau des terminaisons des membres inférieurs. Là où il y a les malléoles externes, les malléoles internes, des égratignures là-bas, généralement, lorsque ce n'est pas bien pris en charge, ça peut se surinfecter, ça peut se surinfecter et puis évoluer vers une plaie assez complexe et où après il faudra faire des greffes, il faudra faire un long traitement, faire des greffes et parfois même aller jusqu'à faire des lambeaux. D'accord, on reviendra bien sûr sur les techniques de prise en charge. Docteur Rolien Zotti, on se demande si finalement il y a des personnes à risque. C'est vrai, docteur, nous pourra évoquer un pan. Les peaux sensibles où le processus de cicatrisation n'est pas effectif en dehors des plaies diabétiques, ça il faut le préciser. Alors, il faut déjà voir que au niveau des membres inférieurs, les plaies qui ont du mal à cicatriser sont d'origine vasculaire à 90% des cas. Donc c'est un problème de circulation. Dans 60% des cas, c'est lié à un problème d'insuffisance véno-lymphatique. Donc un retour veineux qui ne se fait pas bien, qui ne se fait pas correctement, ou un problème, comme on a vu dans le reportage, une accumulation de lymphe et créant donc un lymphœdème. Et donc ça va entraîner des retards de cicatrisation. Donc après, on sait qu'il y a aussi une part de l'ordre de 20% des cas où c'est un problème artériel. Donc un défaut d'apport d'oxygène au niveau du membre inférieur, puisque l'artère, c'est le vaisseau qui vient du cœur principalement et qui va jusqu'aux extrémités avec du sang oxygéné. Et donc chez les patients, notamment diabétiques, mais aussi on en a parlé dans le reportage, chez les drépanocytaires. Donc eux, ils ont un problème au niveau de leur hémoglobine qui n'arrive pas à circuler jusqu'en distalité. Et donc ils se bouchent
au niveau des troncs un peu plus proximaux, c'est-à-dire au niveau de la jambe. Et donc la cheville, le pied est difficilement vascularisé, d'où les ulcères qui arrivent par ischémie. Ischémie, c'est-à-dire mort cellulaire. Après, on a aussi des causes mixtes artérielles et veineuses dans 20% des cas. Et puis on a, quand on n'a pas fait dans les 10% restants, c'est pas vasculaire. En règle générale, ça peut être soit un problème donc traumatologique avec une plaie qui a été surinfectée, mal soignée dès le départ. Ça peut être aussi des patients qui ont des problèmes de dermatologiques, cutanés, donc des cancers de peau qui peuvent avoir du mal à cicatriser. Je tiens aussi à rappeler que toute cicatrisation qui a du mal à se faire, malgré les pansements qui ont été adaptés, au bout d'un certain temps, il faut faire une biopsie cutanée pour être sûr que cette plaie ne se cancérise pas, parce que c'est le risque aussi. Alors, docteur Nupoué, quels sont les types de plaies que vous rencontrez généralement dans votre structure? Au niveau de la traumatologie que moi j'exerce, je reçois généralement les plaies liées aux fractures ouvertes. C'est ce qui est très fréquent. Et ces plaies, généralement, la partie la plus exposée chez nous, c'est le membre inférieur, donc c'est la jambe. Et lorsque la fracture elle est ouverte, nous avons une classification. Nous appelons ça classification de Gustion-Anderson. Voilà, généralement, la majorité des patients ici, c'est un Gustion-Anderson, parfois 3B, 3A. Et là, nous sommes obligés donc de faire des lambeaux cutanés. Il faut déjà retenir qu'au niveau du membre inférieur, on ne peut faire que deux types de lambeaux qui sont intéressants. Vous allez voir quelques exemples. Oui, tout à l'heure. On peut faire des lambeaux musculaires ou des lambeaux fascio-cutanés. D'accord. Vous ne pouvez pas faire un lambeau musculaire fascio-cutané. Soit vous faites un lambeau musculaire et vous venez greffer après, comme tout à l'heure, je vous ai vu faire des greffes en pastilles, vous venez mettre des greffes en... Soit vous prenez un dermatome pour pouvoir prendre la poignée et venir couvrir dessus lorsque ça a bien bourgeonné. D'accord. Maintenant, on peut aussi faire le fascio-cutané. Donc là, Docteur Nupoué, on reviendra bien sûr sur ces différents types de traitements, mais déjà je voulais savoir, ces plaies qui arrivent chez vous, c'est forcément des plaies dues aux accidents ou alors des plaies d'origine banale? Il y a aussi des plaies d'origine banale qui arrivent, comme ce que le docteur Zotia reçoit. C'est-à-dire que des plaies où le gars commence à te dire que oui, il traîne la plaie depuis 2 ans, depuis 1 an, ça ne cicatrise pas. Maintenant, il faut interroger le terrain. Il faut savoir qu'est-ce que le retour venu s'est fait bien. Est-ce qu'il n'a pas d'état, diabète, une immunodépression et tout. Et maintenant, essayer de voir si on peut débrider la plaie et utiliser toutes les techniques possibles qu'il faut pour donner satisfaction au patient. Alors, et parmi les plaies justement qu'on a pu évoquer dans le reportage, durant le tournage, on a noté les escarres et les ulcères. D'abord les escarres, quelles sont les particularités? Bon, les escarres, généralement, on appelle ça les plaies du lit ou les plaies de décubitus. Donc, généralement, c'est lié, c'est dû aux patients qui sont alités. Donc, il y a un conflit entre le lit qui est implantu et une saillie osseuse. Et la peau donc se trouve emprisonnée entre le plan du lit qui est dur, l'os qui a un saillie et la peau. Donc ce qui fait que l'oxygène n'est plus bien arrivé. Donc l'oxygène n'arrive pas au niveau de ces points d'appui. Et puis il y a nécrose, il y a exposition et là-bas aussi il y a une classification. Comment ça? Quelles sont ces classifications? Voilà, et tu as au début ça peut être une rougeur. Et lorsqu'on appuie sur la rougeur, ça ne devient pas clair. Donc là, on commence à suspecter un escarre. Après, ça peut évoluer vers l'afflictène. Donc, il y a un appel d'eau du derme vers l'épiderme. Et après, maintenant, on peut aller jusqu'à la nécrose qui va exposer les tissus sous-cutanés, les muscles. Et on peut m'amener jusqu'au vaisseau. Donc, ça fait les différents stades. Et là, maintenant, il faut décaper, il faut débrider, il faut aviver les beiges, il faut faire des pansements, il faut faire des pansements salés avec tous nos produits antiseptiques, le daquin, l'eau oxygénée, le salé. Maintenant, pensez plutôt après faire des lambeaux, les greffes et tout ça. Et là, si on parle de plaie de lit, ça veut dire que ce type de matelas, le matelas joue un rôle. Justement, c'est pour ça que chez les malades comatés, maintenant, il faut penser à mettre des matelas anti-escarres.
D'accord, vous voulez rebondir sur la question, docteur Zotia? Oui. Alors, c'est pour ça que je disais, effectivement, au niveau de l'escar, comme le docteur nous a bien expliqué, c'est un problème d'ischémie, donc d'emprisonnement de la peau, et qui après se détériore progressivement. Donc, il a bien expliqué les différentes étapes. Mais il y a aussi un facteur phare qui est la dénutrition. Donc, si le patient est dénutri, il a des tares, donc quand il a expliqué aussi au début de l'émission, cela fait que son organisme n'est pas vaillant pour pouvoir se défendre, et donc forcément il est faible et ça entraîne donc des nécroses. Donc il faut bien sûr derrière jouer sur des compléments alimentaires, le lit, le matelas anti-escar, et puis faire la décharge. La décharge pour éviter qu'il y ait toujours une pression au même endroit. Donc il faut faire des soins de nursing, donc déplacer régulièrement l'organisme. Et quelle peut être la complication à ce moment lorsqu'on a affaire aux escars? La complication, c'est que ça peut entraîner une détérioration de la santé, voire un décès. D'accord. Et même une infection osseuse. C'est-à-dire que ça peut se ronger comme ça jusqu'à toucher l'os. Généralement, c'est le stade terminal. Et généralement, c'est des malades déjà affaiblis. Et puis, ça facilite, ça les accompagne vers la mort. On comprend bien des malades qui sont alités pendant un bon bout de temps, qui sont beaucoup plus exposés. Alors, dans le reportage également, docteur Zotia, concernant les plaies d'origine vasculaire, on a soulevé une insuffisance veineuse. Qu'est-ce que c'est et la cause? Alors, donc, c'est elle qui est responsable, comme j'ai dit, dans 60% des cas, des plaies chroniques. Oui. En fait, la veine, c'est un vaisseau très fin, qui a une paroi très fine et constitué de valves. Elle lutte contre la pesanteur, et donc elle n'est pas, contrairement à l'artère qui a une paroi assez solide et qui cède des contractions du cœur, elle doit lutter pour ramener le sang du pied vers le cœur. Donc elle cède du muscle du mollet, et puis de la plante du pied. Donc ce qui fait que lorsque l'on marche, il y a une hémodynamique qui se met en place, qui fait que lorsqu'on appuie le pied au sol, il y a une éjection du sang à travers les veines jusqu'au cœur. Et elle va de niveau par niveau, grâce à des valves qui sont comme des portes, qui s'ouvrent pour laisser passer le sang et qui se ferment pour empêcher que le sang redescende. Dans le cadre de l'insuffisance veineuse, il y a deux versants. Il y a le versant profond et le versant superficiel. Le versant profond, c'est celui qu'on ne voit pas, et qui est responsable de 90% du retour veineux, qui est l'axe lourd. Donc, ce versant profond lorsqu'il est touché par une maladie qu'on appelle la phlébite, c'est-à-dire un caillot dans une veine chez des patients qui sont restés peut-être très longtemps alités, qui ont des problèmes, après cicatrisation, après guérison, il peut avoir un défaut de circulation de ce versant-là. Et donc ça doit donner des œdèmes avec une hyperpression au niveau de la cheville qui va entraîner des plaies inguérissables. Mais le versant, celui-là est très rare, très rare. Celui qui est vraiment concerné, c'est le superficiel qui est responsable de 10% des retours veineux. Le versant superficiel, c'est les veines qu'on voit au niveau de la peau. Les varices. Voilà. Et donc elle va d'abord se dilater exactement pour donner ce qu'on appelle des varices. Et ces varices, ce sont des grosses veines qui serpentent au niveau des jambes, vont entraîner une hyperpression, un œdème, puis une peau qui va se noircir, donc une dermite, et enfin il y aura une effraction de la peau, un ulcère qui va beaucoup suinter parce qu'il y aura beaucoup d'œdème, et comme il y a de l'œdème, forcément ça ne va pas cicatriser. Et comment se présentent ces œdèmes lorsque vous dites les œdèmes? Alors les œdèmes sont liés à l'hyperpression veineuse, puisqu'il y a une varice qui apporte anormalement du sang au niveau des jambes. Le sang n'est pas censé rester dans les veines de manière permanente. Au contraire, ça doit tout le temps circuler. Et donc, comme ça apporte beaucoup de sang, il y a donc un transfert qui se fait par pression osmotique. Donc, il y a un transfert qui se fait du vaisseau vers le tissu, vers la matrice extracellulaire. Et donc, ça va entraîner un transfert d'eau. Et cette eau va être à l'origine de l'œdème et donc la cheville qui va gonfler. Et pourquoi l'insuffisance veineuse est considérée comme étant une maladie silencieuse et qui évolue aussi avec l'âge? Et puis je le vois dans la littérature. Effectivement, l'insuffisance veineuse superficielle entre dans le cadre de la maladie veineuse chronique. C'est une maladie qui touche beaucoup plus les femmes, qui se transmet de génération en génération. Ça peut sauter une génération. Donc dans les antécédents, on parle d'hérédité variceuse maternelle ou paternelle, qui a tendance à
augmenter avec l'âge et aussi avec les grossesses chez les femmes, qui commence dès l'âge de 17 ans, 18 ans et qui peut aller jusqu'à 90 ans. C'est chronique parce que à partir du moment où c'est lié à un phénomène qui est le vieillissement anormal, prématuré des veines. Et donc, à partir du moment où une veine tombe malade, on a des milliers de veines au niveau des jambes. Donc, chacune d'elles peuvent tomber malade à différents moments de la vie. C'est pour ça qu'on parle de maladie chronique. Et ça nécessite forcément un suivi au long cours. Parce que la plupart des gens que je reçois, ils sont déjà à un stade avancé, soit d'ulcère, soit de varices déjà parlantes. Elles sont insidieuses, comme on a dit, c'est un mal profond parce qu'on a une veine qui grossit au départ. Donc quand on la voit, elle ne fait pas mal. On se dit c'est pas grave. C'est peut-être parce que j'ai fait trop de sport, je suis musclé. Vous savez, tant qu'on n'a pas mal, on ne s'inquiète pas. Effectivement. Et après, on voit que non, on a la lourdeur de la jambe. On commence à avoir la peau qui noircit, on ne s'inquiète toujours pas, c'est pas grave, ça fait pas mal. Et puis paf, on a une plaie. Et donc la plupart des gens sont déjà à un stade avancé de la maladie, qui est l'ulcère chronique, et donc plaie dite inguérissable. D'accord. Docteur Noupoué, notamment sur l'aspect de l'ulcère de la jambe. Alors, comment la reconnaître exactement? Déjà, l'ulcère, il faut déjà définir l'ulcère comme une perte de substance cutanée. Oui. Voilà, et comme il vous a dit, généralement c'est lié à un problème de retour veineux. Et nous avons des ulcères phalligéniques, et ça il ne faut pas oublier ça. Donc, et puis les fascines nécrosantes qui se font généralement distinguer et qui sont généralement des plaies assez fréquentes, quoi. Voilà, c'est plus lié au problème veineux. Justement. Voilà. Et puis cliniquement, vous avez une plaie qui ne cicatrise pas, qui est mal vascularisée et qui ne saigne pas. Parce qu'il y a des ulcères qui ne saignent pas. Lorsqu'il y a déjà un problème veineux, la plaie, généralement, elle a un aspect un peu flou, pas rougeâtre, mais un peu bleuté, verdâtre même, généralement, et ça confirme encore une fois de plus que cette zone n'est pas bien vascularisée, n'est pas bien irriguée par le sang. Et l'important aussi de rappeler le rôle de la veine. C'est que peut dire mot, le rôle de la veine, docteur Zotia? Oui, le rôle de la veine, c'est de ramener, comme j'ai dit, le sang vers le cœur. Hein, donc c'est son principal rôle. Et contrairement à l'artère qui ramène le sang du cœur vers les jambes. D'accord. C'est le rôle principal. Ok, merci. On va dire aussi un mot sur les plaies diabétiques, docteur Noupoué. La particularité de ces plaies, vous en recevez d'ailleurs assez. Effectivement, en ce qui concerne les plaies diabétiques, nous en chirurgie, j'aime bien le dire, on aime faire les classifications. Donc il y a ce qu'on appelle chez nous la classification de Wagner. C'est en fonction de la classification de Wagner que nous décidons quelle est la conduite à tenir. Donc c'est ça qui nous donne des indications. Voilà. Donc c'est une pathologie assez fréquente aussi parce que on a le diabète étant aujourd'hui un problème de santé publique et l'ulcère diabétique, le pied diabétique étant la complication majeure chez le diabétique. Donc on reçoit beaucoup ces patients. Et qu'est-ce que... Oui, allez-y. Voilà, nous essayons de débrider la plaie. Comme le docteur Zotia l'a dit, on essaie de débrider, aviver la plaie, laver, nettoyer à l'eau oxygénée, faire des pansements. Et maintenant, lorsque la cicatrisation ne se fait pas, on essaie de faire des greffes. Et à un stade avancé, dans un Wagner 4, qui expose les tendons, qui expose les tendons et les os, nous sommes obligés d'aller vers l'amputation. On reviendra bien sûr à quel moment faut-il poser le diagnostic, bien sûr, de l'amputation. Oui, docteur Zotia. Je voudrais revenir pour donner quelques précisions sur le pied diabétique. Donc effectivement, c'est un mal assez sérieux, c'est un problème de santé publique. Il faut savoir que chez le diabétique, la première problématique chez lui, c'est la neuropathie diabétique. C'est-à-dire qu'il va avoir une difficulté de sensibilité au niveau des extrémités des jambes. 2 tiers des patients diabétiques
auront ce problème de neuropathie diabétique qui est à l'origine de tout le mal. Il suffit que la personne mette une chaussure qui a un caillou dans sa chaussure, qu'il ne sente pas toute la journée, il marche pendant 24 heures, il écrase, il appuie sur le caillou, ça va entraîner une plaie qu'on appelle le mal perforant plantaire. Chez le diabétique également, s'il ne fait pas gaffe, il va se cogner ou il va mettre une chaussure trop serrée. Mais il ne va pas sentir que ça serre parce qu'il n'a pas la sensation au niveau du pied. Donc cela va entraîner aussi des conflits entre sa peau et la chaussure, entraîner donc des plaies traumatiques. Il y a aussi le deuxième version, c'est le problème d'artérite. C'est-à-dire que là, on a expliqué le problème veineux. Chez le diabétique, les artères en distalité, notamment les artères jambières, qui sont de trois axes, les petites artères en distalité vont se boucher en fonction de la durée du diabète et en fonction du déséquilibre du diabète. Donc cela va entraîner un défaut d'apport d'oxygène au niveau du membre en distalité, donc au niveau du pied, d'où l'ulcère artériel qui peut apparaître. Et la dernière chose, c'est que le diabétique, il y a du sucre dans le sang, donc forcément les microbes, les germes vont se nourrir de ça et donc ça va se surinfecter et donner des complications qui peuvent aller jusqu'à l'amputation. D'accord. Et le diagnostic, docteur Noupoué, lorsqu'on a affaire à une plaie, vous recevez une plaie qui a du mal à cicatriser, le premier diagnostic, les examens, qu'est-ce que les examens complémentaires que vous Lorsqu'on fait comment? Lorsque vous avez affaire, vous recevez une personne avec une plaie chronique, le diagnostic, comment il s'effectue, les examens? Lorsque nous recevons un patient qui a une plaie chronique, la première des choses, c'est de savoir si, effectivement, on vous a dit tout à l'heure, c'est un problème généralement vasculaire. Le premier examen à faire, c'est sur le plan de l'imagerie, nous allons demander un écho-doppler. D'accord. Voilà, un écho-doppler, c'est un examen qui nous permet de voir l'axe vasculaire de tous nos membres. Voilà. Et puis maintenant, aller sur le plan biologique, demander certaines, comme la glycémie, chez les diabétiques pour rechercher chez les immunodéprimés, la protéidémie pour voir si le malade est malnutri et tout ça. Donc ça nous oriente déjà vers l'étiologie et la cause de cette plaie. Voilà. D'accord, on va bien sûr marquer en une des techniques, il a dit, le docteur Noupoué, c'est bien sûr l'écho-doppler qui permet bien sûr de détecter les maladies veineuses. Alors nous allons donc bien sûr suivre d'ailleurs ce reportage pour voir comment se réalise un écho-doppler et on y reviendra pour davantage expliquer en profondeur le diagnostic des plaies chroniques. Maman Mekam, 54 ans, est commerçante. Depuis fin juin 2024, elle a du mal à exercer son activité en raison d'une ulcère au niveau de sa cheville gauche. Tout commence en effet en 2017 lorsqu'elle voit apparaître une tache noire sur son pied. Quand j'attachais le charbon, je vends ça. Ça fait une gratinure là. Chaque fois qu'on fait les pansements, ça forme comme ça, ferme bien comme vous voyez là. Donc en fait, c'est 6 ans et demi là, voici la 5e fois que ça retourne. Je me suis parti voir un dermatologue. Il a fait les examens, il m'a prescrit les pommades, savon, comprimés. Les taches qui démangent comme ça, c'est ce qu'on appelle l'eczéma. Et en règle générale, c'est de l'eczéma variqueux. Donc c'est une dermite, c'est une inflammation de la peau qui noircit et après ça durcit. Ça fait la dermite même, qu'on appelle dermite ocre. Et après, avec le temps, il y a une fissuration qui va arriver, soit parce que ça vient tout seul, soit parce qu'il y a eu un traumatisme direct, comme là elle a parlé du charbon, qui va créer donc cette plaie. Après un premier traitement effectué dans ce centre Les Glycines, 3 semaines après son admission, Maman Mekam est loin d'être tirée d'affaire. Les ulcères comme ça qui sont récidivants, l'examen phare, avant tout ce qu'on est en train de faire, ce qu'elle a dit, c'est une exploration de la circulation des vaisseaux par un appareil qui est là, l'appareil écho-doppler. C'est primordial parce que, en règle générale, les ulcères au niveau des jambes, 90% des causes sont d'origine vasculaire. Il y a dans le terme écho-doppler, il y a l'écho pour dire échographie, des images sur un plan en nuances de gris, c'est-à-dire du noir, du blanc jusqu'au noir, en passant par le gris. Doppler,
vient du fait qu'on utilise des ultrasons. Le Doppler permet de juger le mouvement et non pas la position fixe. Pour savoir si cette patiente souffre de varices, le médecin commence la consultation par un examen visuel de ses jambes debout, ensuite par une exploration en profondeur des veines superficielles. La couleur va me permettre de voir l'orientation. Il y a des niveaux de couleurs. Il y a le jaune, le rouge et le bleu. D'accord ? Quand c'est rouge, ça veut dire que le sang se rapproche de ma sonde. Quand c'est bleu, ça veut dire que le sang fuit ma sonde, puisque ma sonde est là et je vais faire des mouvements de chasse. J'ai fait une manœuvre de chasse. Le sang a fui ma sonde. Donc, la valeur est négative, puisqu'elle s'en va. Et donc, c'est la couleur bleue qu'on a là. Puis, on a une petite onde positive qui persiste le long de la veine. Cette persistance signifie qu'il y a un reflux au niveau de la veine, donc la veine est malade, d'où le côté orange qui a apparu au niveau de la couleur. Donc on est déjà dans une corde d'une insuffisance veineuse superficielle avec une veine qui est la grande saphène ici à droite qui est malade. Mais au niveau de l'aine, je vois la veine profonde. À cette veine profonde, il y a toujours une artère qui est donc l'artère ici. Et là, c'est l'origine de la veine grande saphène qui est donc la veine superficielle. Là, comme je n'ai pas sclérosé, elle est bien noire. Quand on sclérose, elle devient gris. À l'intérieur, ça devient gris. Là, c'est noir. Et quand on appuie, elle peut disparaître. À l'analyse de la cartographie veineuse, il ressort que maman Mekam a des veines malades aux deux jambes. Au niveau veineux superficiel, elle souffre d'une problématique d'insuffisance veineuse. Au niveau de la jambe malade, c'est une petite saphène. Au niveau de la grande jambe, la jambe non malade, c'est la grande saphène. Donc c'est pour ça que celle-ci, elle est malade parce qu'il y a une veine, une varice. Et cette varice-là a occasionné des œdèmes qui ont fragilisé sa cheville et qui ont donné ces ulcères qu'elle a eu du mal à cicatriser. Après ce premier diagnostic, le médecin vérifie le bon fonctionnement des artères pour voir s'il y a une obstruction. Cette fois-ci, la patiente est allongée. Donc chaque fois que je fais l'examen artériel, je regarde l'aspect morphologique, c'est-à-dire l'image de 2D, pour voir s'il n'y a pas de bouchon, s'il n'y a pas d'anévrisme. Après, je mets de la couleur pour voir comment le vaisseau se remplit. Et ensuite, je mets du son pour voir comment est l'hémodynamique, s'il est bien trois phasé. Là, j'ai regardé les fémorales. Là, maintenant, je vais regarder l'artère poplitée qui est derrière le genou. J'ai exploré tous les vaisseaux, toutes les artères et tout fonctionne bien. Donc, elle n'a pas de problème d'artérite, c'est-à-dire une artère qui est bouchée et qui empêcherait d'avoir de l'oxygène normal pour une cicatrisation. Pour traiter les varices qui occasionnent des ulcères à répétition, maman Mekam devra recevoir des injections qui vont scléroser la veine et l'assécher. Donc moi, le but aujourd'hui, c'est de fermer ce robinet pour empêcher que l'eau coule. Et c'est ce qu'on va faire en faisant une injection de produit qui va scléroser, c'est-à-dire qui va boucher la veine et après qui va l'assécher. Et il n'y aura plus d'eau qui va arriver à votre jambe et vous allez pouvoir vivre correctement. Le produit sclérosant, le voici. Il sera administré à ce monsieur, lui aussi souffrant d'insuffisance veineuse. La concentration a été trouvée en fonction de la taille de la veine. On va faire ce qu'on appelle une sclérose à la mousse. Donc avec 1 cc, je vais me retrouver avec 5 cc de volume. Dans 1 cc, je mets 4 cc d'air. J'utilise mon appareil pour créer ma mousse que je connecte. Et après, hop, on va faire des jeux de va-et-vient et la mousse va se créer. On est parti. À l'aide d'une échographie qui fait ressortir les veines, le médecin localise les zones à traiter et procède à l'injection du médicament. Je suis bien dans la veine, je vois bien l'aiguille qui est là, et puis là je peux injecter, et vous voyez comment ça devient tout blanc. Donc il faut prendre le temps qu'il faut pour pouvoir être bien dans la veine, pas injecter à côté. Voilà. L'efficacité du traitement s'effectue après 2 à 3 mois. Monsieur Togué est à sa 2e thérapie. Ça, c'est la veine qui a été sclérosée et on voit qu'elle est grise parce qu'il y a
du sclérus à l'intérieur. Quand j'appuie dessus, cette veine ne disparaît pas. Vous voyez les mouvements des muscles parce que je suis en train d'appuyer. Contrairement à la jambe contrôle latéral ici, où vous allez voir la même veine, mais on la voit même quasiment pas. Elle est toute petite ici. Désormais exempt de sclérothérapie, il devra se déplacer régulièrement avec ses chaussettes médicales pour une meilleure protection. C'est son traitement de fond. Nous, on ne donne pas les médicaments par la bouche en disant que tu vas prendre tous les jours. C'est les chaussettes qui sont les médicaments. Parfois, lorsque les varices sont plus douloureuses et profondes, les injections seules ne suffisent pas. Ce centre prévoit de faire dans les prochains mois des chirurgies ambulatoires au laser endoveineux. La varice est une maladie chronique. Le suivi régulier chez le médecin est donc nécessaire. Il permet d'anticiper sur la prise en charge et d'éviter les inconforts et les ulcères. Alors, docteur, nous pouvez juste avoir un commentaire. L'éco-Doppler, vous avez évoqué tout à l'heure. On a vu de façon pratique comment il se réalise, notamment dans le dépistage de ces insuffisances veineuses. Maintenant, après le déco-Doppler, oui. L'éco-Doppler nous oriente. Il peut s'agir maintenant d'un problème veineux. Oui. Et on procède à ce qu'on appelle le stripping. C'est-à-dire lui, il a fait, le docteur Zotia, oui. lui, il a fait ça du côté médical. C'est-à-dire qu'avec des injections sclérosantes. Mais nous, sur le plan chirurgical, nous, ce qu'on fait, c'est un stripping. C'est-à-dire que nous faisons l'ablation de la veine saphène interne. En mettant un guide au bout pour expliquer de manière simple la technique, nous mettons un guide au niveau d'un fil que nous passons dans la veine. Nous ouvrons au niveau du triangle de Scarpa, donc au niveau de l'aine, nous poussons ce petit fil jusqu'en bas. Lorsque ça a traversé la veine, nous faisons un petit geste au niveau du bout distal. Nous remplaçons la tête et nous retirons la veine. Donc, en tirant sur le fil, et la veine s'accroche sur la petite bille que nous avons mis au niveau de la tête et on arrive à extirper la veine. Et après avoir fait l'ablation de la veine, généralement, la cicatrisation est obtenue. Et là, c'est sur anesthésie aussi? Ça se fait sur anesthésie, sur anesthésie. Alors, on aura bien sûr l'occasion de voir ça un de ces jours dans votre centre. Mais docteur Zotia, en plus de l'éco-Doppler, est-ce qu'il y a des examens complémentaires qui peuvent être demandés à un patient souffrant de plaies chroniques avant d'entamer le traitement? Comme le docteur Noupoué l'a dit tout à l'heure, il faut effectivement faire l'examen Doppler, mais également faire un examen général pour être sûr qu'il n'y a pas de tare sous-jacente. Donc vérifier qu'il n'y a pas de diabète, donc avec la glycémie, vérifier qu'il n'y a pas de dénutrition avec donc, la prochidémie, l'albuminémie, vérifier que la fonction rénale, parce qu'il peut aussi avoir des patients qui sont insuffisants rénaux et donc qui présentent donc, des œdèmes sur une insuffisance rénale, donc avec la créatinémie, l'urée, vérifier qu'il n'y ait pas de problème hépatique aussi, donc faire toujours un bilan hépatique pour éventuellement les traitements antibiotiques qu'on pourrait donner, vérifier également la fonction thyroïdienne. J'aime bien vérifier moi la fonction thyroïdienne parce que c'est chez des patients qui peuvent avoir des hyperthyroïdies ou des hypothyroïdies, ils miment une manifestation d'insuffisance veineuse chronique. Donc il faut aussi vérifier à ce niveau-là que tout fonctionne bien. Oui, allez-y. Donc une fois ces examens effectués, qu'il n'y ait pas de tare, voir aussi chez les patients drépanocytaires, c'est très important, le taux de la numération formule sanguine. Parce qu'il y a des anémies chroniques et chez les drépanocytaires, ils sont souvent avec des chiffres très très bas, qui peuvent être à 4 ou 5 grammes, mais marcher. Tant que l'hémoglobine est en dessous de 7 grammes par décilitre, la cicatrisation sera retardée. Donc on est obligé à ce moment-là, malgré les traitements qu'on fait, faire des transfusions sanguines pour pouvoir remonter le niveau de sang. Et lorsqu'une plaie se complique et prend du volume, on a vu les témoignages de plusieurs patients qui ont dû parcourir d'hôpitaux en hôpitaux ou encore même chez les praticiens pour pouvoir obtenir une solution. Lorsqu'on a affaire à une plaie qui est chronique, alors vers quel spécialiste doit-on se tourner exactement? Alors,
oui, vous allez dire un mot. Il faut savoir une chose, oui. c'est que n'importe quelle plaie, oui. n'importe quelle égratignure peut se chroniciser. D'accord. Il suffit d'avoir eu un coup, même un accident domestique, peut conduire vers une plaie chronique si elle n'est pas bien prise en charge. La première personne vers qui se référer, en règle générale, ce sont les infirmiers. Ce sont les infirmiers qui sont les premiers secours, premiers abord médical, qui vont commencer à faire des pansements. Mais le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à référer lorsqu'ils remarquent que ça n'évolue pas. Une plaie, lorsqu'elle est bien conduite, doit cicatriser. On doit avoir une réduction de la taille de la plaie de l'ordre de 10% par semaine. 10 à 15% du volume de la plaie doit être réduite par semaine. Donc si on remarque qu'au bout de 2 semaines, soit la plaie stagne, ou bien la plaie ne fait qu'augmenter, il faut se poser la question pourquoi. Et donc là, référer à des spécialistes. Le premier médecin vers qui j'aurais recours, ce serait, voilà, je prêchais pour ma paroisse, ce serait un médecin vasculaire. Effectivement. Donc qui va permettre de faire l'exploration sur le plan médical, mais aussi qui peut aussi mettre en place les soins spécialisés, adaptés. Malheureusement, c'est une spécialité qui n'est pas encore bien connue, puisqu'elle n'est pas pratiquée dans tous les pays. Oui. Le pays qui m'a formé, donc c'est la France. C'est un pays qui a récemment même mis cette spécialité en avant. Ça fait pratiquement 10 ans qu'elle est reconnue comme spécialité à part entière. Avant, c'était les généralistes qui faisaient ensuite secondairement ce métier-là. Oui. À défaut, on peut avoir recours aux chirurgiens traumato, aux chirurgiens vasculaires. Oui. Certains chirurgiens vasculaires ont aussi la possibilité de faire des explorations. Donc, ils peuvent aussi diagnostiquer et dépister des problèmes de circulation. En règle générale, les chirurgiens traumato vont référer, comme le Dr Nopoué nous a dit, vers les radiologues pour faire l'imagerie écho-doppler, pour avoir une idée. Donc, et puis, on ne va pas oublier le corps du métier de la peau, hein, c'est les dermatologues. Donc voilà. Oui, généralement, l'approche est parfois multidisciplinaire. D'accord. C'est-à-dire le vasculaire, le traumato et le dermato. Voilà, donc généralement, dans les plaies assez complexes. D'accord. Oui, tout à l'heure, on a vu aussi dans le reportage, il reviendra bien sûr, pour relancer le processus de la cicatrisation, plusieurs techniques notamment sont adoptées par les médecins. On reviendra sur la compression ou encore le VAC. Déjà, au niveau de votre cabinet, on a vu la greffe cutanée en passé. Alors, quels sont les autres mécanismes de greffe qu'on peut avoir pour faire relancer la cicatrisation? Voilà, en dehors de la greffe... justement, l'image à l'écran. Voilà, en dehors de la greffe cutanée, en pastille, nous pouvons faire des lambeaux. Voilà, et là, ça c'est une fracture ouverte, distale, voilà le lambeau, voilà, ça c'est le lambeau du solaire, reverse, parce que là, il faut le décrocher, le retourner, et aller le mettre en distal pour couvrir l'os et laisser bourgeonner, aller faire le prélèvement, donc cureter, sur ça bourgeonner un tout petit peu, on va cureter, et après maintenant on va prélever la peau oui. avec des aiguilles pour venir déposer là-dessus, faire un pansement et attendre 8 jours avant de déballer. Là maintenant c'est le prélèvement que nous sommes en train de faire, le prélèvement cutané, et lorsqu'on le prélève, on le dépose dans le salé. Oui. Pourquoi le salé? Le salé pour que ça reste dans un milieu physiologique. D'accord. Voilà, que ça reste dans le milieu physiologique. Voilà, nous déposons dans les greffons, voilà, sur ce lambeau musculaire. Comme je vous ai dit qu'au niveau du membre inférieur, soit on fait des lambeaux musculaires, soit on fait des lambeaux fascio-cutanés, mais il ne faut jamais faire des lambeaux musculo-fascio-cutanés, ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais à 90 à 100%. D'accord. Voilà. Là, j'ai d'abord tiré un premier lambeau, il était musculaire. Je suis venu maintenant, j'ai attendu que ça bourgeonne, je suis venu maintenant greffer. Là, j'attends 8 jours pour déballer. Là, c'est le moment de... Là, pour voir si la greffe a bien pris après les 8 jours? Après les 8 jours, vous allez voir le résultat. Là, la greffe a bien pris. D'accord, la greffe a bien pris. Voilà. Et donc, il faut combien de temps pour que la plaie parvienne à la cicatrisation lorsqu'on adopte Il faut attendre 8 jours.
comme le docteur Zota aussi vous a dit là. Il faut attendre 8 jours pour que les bourgeons, les greffons qu'on a déposés. Et après ça, quels sont les types de pansements qui sont appliqués? On continue à faire des pansements humides au salé, au tube gras, des pansements gras. Voilà, vous avez vu que ça a bien pris. Voilà. J'espère qu'il y aura une deuxième vidéo qu'on va vous passer, là où il y a les lambeaux. Effectivement. Voilà. Donc, alors oui, merci. Donc là, c'est une des techniques. Oui. Maintenant, il y a aussi là où on peut greffer avec le dermatome. C'est-à-dire qu'on on prend une bonne partie de la peau, on passe dans un appareil pour faire le maillage. Comme on dit, ça va ouvrir. Voilà. Et puis maintenant, on va prendre cette peau et on va l'étaler sur les surfaces qui ne sont pas recouvertes et les fixer par quelques points. Et là-bas, ça fait combien de temps on attend toujours 8 jours et on débat la plaie pour voir si le greffon, le greffon qu'on a mené sur la plaie a pris. D'accord. Voilà. Docteur Zotia, alors comment s'opère le choix de traitement lorsque vous avez affaire à une plaie chronique, la compression, la greffe de peau ou encore l'utilisation du vrac comme on a vu tout à l'heure? Alors, vous savez, tout dépend de la taille de la plaie. Et donc du temps, du délai qu'on se fixe pour la prise en charge. Plus la plaie est petite, plus vite elle va cicatriser, moins on va faire de gestes. Donc on va toujours commencer par une cicatrisation dirigée, c'est-à-dire qu'on va aider la peau en la recouvrant, en la mettant dans un milieu toujours humide pour qu'elle puisse avoir une cicatrisation spontanée. Ceci permettra d'avoir une cicatrisation totale, on se dit toujours un délai de 3 mois. Maintenant, si la plaie est assez étendue, on fait toujours des pansements cicatrisés pour voir comment elle réagit. Comme j'ai dit, lorsqu'on remarque qu'au bout d'une semaine, 15 jours, 3 semaines, la plaie stagne ou n'évolue pas, dans ce cas, on peut avoir recours à des techniques chirurgicales, dont la greffe de peau. Avant d'arriver dans la greffe de peau. Donc là, dans la greffe de peau, Dr Noupouel nous a dit, il y a donc la greffe qu'on a vue en pastille, il y a des greffes sur lame avec le dermatoscope, donc sur lame fine, donc là on prélève juste la peau en sous-cutanée. La pastille peut être faite, comme vous avez vu, en ambulatoire, pas besoin d'être hospitalisé. Par contre, dès qu'on est sur des greffes en lame, il faut être dans un milieu chirurgical et être hospitalisé pour pouvoir faire cela. Après, il y a les greffes plus techniques que le Dr Noupouel nous a dit, donc des greffes en lambeaux, où là, c'est la vraie chirurgie que moi, je ne fais pas. Si la plaie est cavitaire, creuse, là, on peut avoir recours à ce qu'on appelle, parce que VAC Thérapie, c'est une marque. D'accord. Nous, on parle plutôt dans le jargon de TPN, thérapie par pression négative, pour dire qu'on va mettre un milieu humide avec un appareil qui va aspirer en continu, les sécrétions pour permettre de garder toujours le milieu humide qu'il faut, pas trop sec, pas trop humide, et donc permettra de bourgeonner et de cicatriser avec ce genre de technique. Beaucoup pensent toujours que lorsqu'on a une plaie, il faut la laisser à l'air libre, ça va plus cicatriser. Or, là, c'est plus dangereux. Tout à fait. Je dis toujours, il faut comprendre, s'il faut retenir quelque chose aujourd'hui de cette émission, c'est qu'une plaie ne doit jamais être laissé à l'air. Nous ne sommes pas dans un milieu sain, serein. Il y a pas mal, vous voyez, là c'est la saison de pluie, donc il y a pas mal de déchets qui circulent. Donc il faut toujours couvrir, toujours protéger. De 1, en couvrant, ça permet d'éviter d'avoir l'invasion par des germes. Et de 2, ça permet également de garder un milieu humide nécessaire pour une cicatrisation. D'accord. Docteur Noupoué, et à quel moment justement on pose le diagnostic d'une amputation? Parce qu'on voit beaucoup de gens, lorsqu'ils vont à l'hôpital avec la plaie, le docteur a dit qu'il faut amputer, il n'y a plus rien à faire, on ne peut pas, ils traînent avec les blessures à la maison. À quel moment faut-il amputer la jambe? Voilà, dans notre contexte, l'amputation, c'est toujours quelque chose de très difficile. Vous savez, ici chez nous, notre première voiture, ce sont nos 2 pieds. D'accord. Donc, avant, c'est une lourde responsabilité de prendre une décision d'aller amputer un membre. Avant d'amputer un membre, il faut avoir tout essayé.
Moi, généralement, il y a des patients qui sont parfois réticents. Je les laisse en hospitalisation, mais déjà je projette, je sais que je vais l'amputer. Mais je laisse parfois que la décision vienne du malade. Mais je lui ai déjà fait la proposition. Je laisse parfois, lorsqu'il commence à voir comment le pansement ne tient plus, les asticots commencent à apparaître, un matin, il vous dit, je ne veux plus souffrir comme ça, docteur, aidez-moi à me débarrasser de ça. Et là maintenant, quand le malade a déjà accepté l'amputation se fait dans les règles et l'évolution est facile parce que déjà le malade, c'est venu du malade, donc le malade a accepté son amputation, ce qui fait que ça se passe bien. Donc vous formez une équipe, c'est-à-dire que le malade et le médecin, vous devenez une seule personne pour faire cette amputation parce que le patient a accepté, ce qui fait qu'il cicatrise rapidement. Mais lorsque vous l'amenez à l'amputation, généralement, c'est très difficile. Il s'est dit peut-être qu'on pouvait faire autre chose et vous n'avez pas fait et puis vous avez décidé de l'amputer. Donc, il faut vraiment tenir compte de ça. Et puis après, il va falloir qu'un psychologue suive le malade et tout. C'est quand même difficile. D'accord. Dans l'amputation, donc vient du moment où on a tout essayé et que la plaie n'a plus cicatriser, là, il faut amputer. Effectivement. L'amputation vient au dernier recours. En règle générale, c'est qu'on a déjà fait tous les traitements qu'on avait à faire. Et puis malheureusement, il est difficile d'arriver à avoir une solution. L'amputation aussi, c'est une amputation de sauvetage, c'est-à-dire que si le membre n'est pas amputé, il risque de se gangréner, il risque d'avoir une source d'infection et une septicémie qui peut emporter la personne. Donc autant mieux perdre juste un membre que de perdre le corps entier. Alors, je voulais juste rebondir sur... avant d'arriver à l'amputation, il faut effectivement faire l'exploration, je répète encore dessus, sur une exploration bien menée, parce que tout le monde ne maîtrise pas l'exploration échodoplaire. Donc vraiment, il faut que ce soit des gens qui aient l'habitude de le faire. Tous les radiologues ne pratiquent pas la physiopathologie, l'étude de la circulation veineuse, puisqu'ils ont aussi, il faut dire, ils ont un métier assez large, donc entre les IRM, les scanners, et l'échographie, donc ils ne sont pas trop forcément calés au niveau vasculaire. Sur la prise en charge chirurgicale, je voulais juste dire une petite chose. En ce qui concerne l'insuffisance veineuse, soit vous avez vu, soit je pratique une sclérothérapie, tout dépend de la taille de la varice. Si la varice fait moins de... Parce qu'une veine normale doit faire moins de 3 mm de diamètre. Si la varice, c'est-à-dire une veine qui fait plus de 3 mm, si elle fait moins de 6 mm, en règle générale, je la sclérose. Donc là, ça fonctionne très bien. Au-delà de 6 mm, là où j'exerce, je fais plutôt une indication chirurgicale. Aujourd'hui, on ne veut plus mettre en place le stripping. Dans les pays modernes, on ne souhaite plus faire le stripping. Pourquoi? Parce que la technique, les chirurgiens vont dire ça dépend du chirurgien. Moi, je suis le meilleur chirurgien, je fais bien mes stripping. Mais nous, derrière, en médecine vasculaire, on remarque que 50% des cas, il y a une récidive. Et avec pas mal de bouquets variqueux qui sont notamment au niveau du scarpa, qui envahissent et on ne s'en sort plus à scléroser tous les 3 à 6 mois les patients à n'en pas finir. Donc ce qui est maintenant mis en place, c'est des techniques dites endovasculaires, soit par laser, soit par radiofréquence, où le but n'est plus d'arracher et de traumatiser le scarpa, mais d'envoyer une fibre qui est comme un filet, un câble électrique, qui va remonter jusqu'à l'origine et brûler la veine de l'intérieur. Cette technique est tellement douce qu'elle nous permet de faire de l'anesthésie locale. On n'a même plus besoin forcément d'avoir un anesthésiste avec nous. On fait juste de l'anesthésie locale au niveau du fascia, et puis on isole bien la veine et on la traite, et puis le patient il repart en marchant sans avoir les complications du stripping. Alors on comprend bien, le traitement il met assez de temps pour pouvoir aboutir à une cicatrisation complète d'une plaie. Docteur Nopoué? Oui, le traitement met long, parce que lorsque la plaie a été d'abord négligée, la prise en charge n'a pas été correcte, ça va mettre long. Parce que, il y en a qui peuvent guérir même à 6 mois, oui, un an. Il vous a par exemple dit que chez lui, lorsque les patients arrivent, il vous demande de lui laisser au moins 120 jours. 120 jours. 120 jours. Donc 120 jours, c'est quoi? Ça fait 3 mois. 3 mois. Ça fait 3 mois. Donc le temps 3 à 4 mois, le temps qu'il observe, qu'il fasse des pansements et qu'il voit l'évolution.
Et là, le cours aussi n'est pas forcément accessible lorsqu'on va pouvoir traîner une plaie pareille. Voilà, donc c'est ça aussi la difficulté dans laquelle on se trouve. C'est une maladie chronique. Oui. Ça demande d'assister, d'accompagner tous les jours le patient et donc de faire une part de psychologie pour l'aider. Aujourd'hui, on va remarquer que ceux qui sont face à nous, ce sont les gens les plus démunis. Ce n'est pas forcément les plus aisés. Donc forcément, à un moment donné, il y a le coût qui arrive, qui est là, et malheureusement, il y a des échecs liés au fait que le patient n'arrive pas à suivre au niveau du coût. Donc on arrive, parce que c'est des patients qu'on a déjà eu habitués à aller voir, il y a aussi une certaine, pour dire familiarité, mais au moins on a un certain lien qui s'est tissé et qui fait qu'on est obligé de faire souvent des actes gratuits pour qu'ils puissent tenir. Et les plaies chroniques, elles sont assez fréquentes au Cameroun? Vous en recevez assez? Elles sont assez fréquentes. Elles sont assez fréquentes et même sous-diagnostiquées parce que dans les campagnes, dans les zones retirées, vu que c'est étiqueté mauvais sort, on peut même dire que c'est des sorciers. Donc ils sont isolés et personne ne s'en approche. C'est grâce à des émissions phares comme celle que vous faites que les personnes comprennent que ce n'est pas un problème de sorcellerie, c'est un problème médical avant tout. Donc, et si on ne trouve pas si on n'a pas le bon diagnostic, si on n'a pas le bon traitement, forcément, on n'aura pas les bons résultats. Effectivement. Oui, docteur Nopoué, sur la question du plan psychologique, la pression, le stress, le traitement des patients. C'est pour ça que ces patients doivent toujours être accompagnés d'un psychologue, parce que quand ça a déjà mis long, et que sur le plan médical, chirurgical, le chirurgien ou le médecin vasculaire médical fait son job, il va falloir que derrière qu'il y a un psycho qu'on lui dise que non, ce n'est pas un sort qu'on t'a lancé, tu n'es pas sorcier, tu n'es pas, il faut tout, il faut démystifier. Il faut démystifier tout ça. C'est une maladie qui a des causes réelles. Pour que le patient puisse lui-même reprendre confiance en lui et savoir qu'effectivement c'est une maladie comme tout autre. D'accord, on va bientôt sortir de cette émission, dernier tour de table. Alors que retenir lorsqu'on parle des plaies chroniques et comment les prévenir, docteur Zotia? Alors, une plaie chronique, donc c'est une plaie qui a mis du temps à cicatriser. On l'étiquette de inguérissable parce que nous sommes un peuple bantou et que forcément, si on a quelque chose, c'est lié, c'est dû à la faute de l'autre. Et qui sont enrichis par des praticiens pour lesquels moi je combats tous les jours pour pouvoir démystifier cette problématique qui est un problème de santé, problème médical. Mettre des produits forcément qui ne vont pas avec la plaie. Exactement, puisque certains arrivent avec de la poudre, ils prennent de la cendre, mais qui est toxique, pour mettre sur une plaie. Donc je n'arrive toujours pas à comprendre le sens médical de cette chose-là. Et malheureusement, ça aggrave. Et ça assèche, ça aggrave. Et puis on se retrouve avec des patients qui ont des plaies sur toute une jambe, alors que ça avait commencé par une simple égratignure. Donc toute égratignure peut se chroniciser et peut être conduit à une plaie inguérissable. Il faut avoir recours aux spécialistes qui sont dans la matière, pas tout le monde, parce que tout le monde ne maîtrise pas ça. Et il faut aussi que nous, entre professionnels de santé, qu'on puisse aussi se tenir les... référer lorsqu'on a affaire à des plaies. Il faut qu'il y ait une certaine solidarité, une transmission avec un courrier médical en disant voilà, cher confrère, cher ami, je te transfère ce patient que j'ai vu telle date, qui a ce problème-là, je n'arrive pas à m'en sortir avec ces soins-là. Au contraire, c'est pas un échec de dire qu'on a transmis à un collègue. Au contraire, le patient sera très content qu'on ait orienté vers le bon spécialiste. Et donc, avec un traitement adapté, bien conduit, on peut amener à une cicatrisation complète de ces plaies-là et éviter une amputation. D'accord. La prévention, docteur Nopoué? Avant d'arriver sur la prévention, moi je voulais dire quelque chose concernant surtout les amputations. Nous sommes dans un pays où la majorité des gens utilisent la moto. Et beaucoup de gens sortent de là par des fractures. Et généralement, c'est des fractures du tiers distal des jambes. Et très rapidement, dans certains hôpitaux, les gens ont le couteau rapide.
on décide rapidement d'une amputation comme ça, alors qu'à Douala, nous avons des chirurgiens vasculaires, et nous avons des chirurgiens plasticiens, parce que généralement le gros problème c'est quoi? C'est que j'ai récupéré un gars comme ça sur internet, qui était prêt, on était prêt à l'amputer, monsieur, je vais taire le nom, on était prêt à l'amputer, je le suis jusqu'aujourd'hui. Et j'ai résolu le problème d'os. C'est même sa greffe qui est passée là. J'ai résolu le problème d'os. Et maintenant, il fallait faire un lambeau. Et j'ai eu la chance que pendant ce temps, j'ai un de mes patrons, le professeur Godou, qui était en vacances au Cameroun. En fait, il était venu me rendre visite. Il aime bien l'Afrique. Alors quand il est chirurgien plasticien, c'est lui qui m'a formé. Donc il est passé et puis on lui a fait un lambeau. Et ça a évolué, on lui a fait une greffe et ce gars aujourd'hui, il a repris ses activités et tout, et rapidement on devait l'amputer comme ça. Donc, et ce que vous avez souligné là, il va falloir que entre collègues, qu'on puisse passer la main lorsqu'on ne peut pas. D'accord, voilà. Et la prévention lorsqu'on a affaire aux plaies? Comment prévenir les plaies, je veux dire ici? Voilà, prévenir les plaies, généralement la plaie arrive dans un soit contexte d'accident ou bien après une intervention. On ne peut pas prévenir une plaie, mais lorsqu'il y a une plaie, il faut savoir la prendre en charge. D'accord. Il faut aller consulter, il faut aller dans un hôpital. Voilà. Et là, il soulevait quelque chose déjà, les traitements empiriques. Moi, j'ai reçu un jour pendant ma formation un enfant qui est mort du tétanos. Justement parce qu'il a eu une plaie. Et on est allé mettre le cube magie dessus, on a emballé, on a dit que non, et quelques jours, le gars a piqué, le gars a fait une crise de tétanos, on l'a amené dans le service, et moi j'étais encore étudiant en 6e année, il est décédé. D'accord. Il faut que les gens sortent de cette idée empirique-là, et parfois c'est des herbes qu'on écrase, il faut que les gens consultent, qui viennent à l'hôpital, qui rencontrent des médecins, et voilà. D'accord, merci. On aurait bien sûr pu aussi évoquer un aspect on pourra y revenir, notamment sur l'amélioration de l'aspect des cicatrices. Faut-il les toucher lorsque la plaie est complètement cicatrisée? Mais là, c'est non. Je pense que là, c'est non, pour éviter encore une nouvelle infection. Alors, juste une dernière chose, c'est qu'effectivement, on va passer le temps, 30 secondes. Toute égratignure, toute petite plaie doit être bénéficier de soins antiseptiques. Il faut nettoyer, il faut bien désinfecter, protéger, couvrir la plaie et emballer jusqu'à ce que ça cicatrise. Elle va cicatriser en 2-3 semaines, c'est pas grave, mais elle ira avec une bonne cicatrisation. Merci. Et toute plaie chronique, il faut éviter les antiseptiques. Merci. Si vous traînez donc des plaies depuis de longues années à la maison, ne restez pas à la maison. Il y a de l'espoir à l'ouest. Vous pouvez vous rendre, bien sûr, approcher de l'hôpital des plaies de Balévin ou encore venir sur place à Douala, au service au centre KDD ou encore à Trauma à Saint-A. Donc, rien n'est perdu. Vous avez bien sûr compris que toutes les plaies ont bien sûr une cause de même, ainsi que pour les personnes brûlées. On n'a pas eu le temps de revenir là-dessus. Merci, docteur Aurélien Zotia, médecin vasculaire, d'être venu ce soir. Merci Nadine pour votre invitation. Merci également à vous, docteur Thierry Noupoué de Chamambé, chirurgien traumatologue. Merci d'être venu ce soir. Merci Nadine. Merci à vous. Ainsi aussi à la grande équipe technique, Zéphérin Gondi, Raphaël Dipanda, Innocent Abega, Emos Fongo, Jonathan Babiola, Tata Gofflov et Abigail Sémé. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Prenez bien soin de vous et n'oubliez surtout pas que votre santé n'a pas de prix. Au revoir.